Ce tableau a été peint par un homme enfermé derrière les barreaux de fer d'une fenêtre, dans la maison de santé de Saint-Paul-de-Moselle, dans le sud de la France. Et lorsqu'il l'eut enfin terminé, il écrivit à son frère que c'était un échec. Que cela ne lui disait rien. Qu'il préférait ses études de champ de blé. Ce tableau, c'est La Nuit étoilée. Et aujourd'hui, plus de 130 ans plus tard, il vaut plus de 100 millions de dollars et est l'œuvre la plus reconnue de toute l'histoire de l'art moderne. Comment est-il possible que Van Gogh lui-même n'ait pas vu ce que toi et moi voyons en elle? Que se passe-t-il réellement lorsque nous la regardons? Et pourquoi les physiciens du XXIe siècle passent-ils des décennies à essayer de déchiffrer quelque chose qu'un homme malade a peint en 2 ou 3 séances au cours de l'été 1889? Aujourd'hui, nous allons répondre à tout cela. Jusqu'au bout. Pour comprendre La Nuit étoilée, il faut être à Saint-Rémy-de-Provence. Nous sommes en mai 1889. Vincent Van Gogh vient de s'admettre volontairement dans un hôpital psychiatrique. On ne l'y a pas conduit de force. Il l'a choisi lui-même. Quelques mois auparavant, à Arles, tout s'était effondré. Dans la nuit du 23 décembre 1888, à la suite d'une violente dispute avec Paul Gauguin, Vincent s'était coupé une partie de son oreille gauche. Les voisins, épuisés, avaient signé une pétition pour le faire expulser de la ville. Et Vincent, épuisé et lucide à la fois, avait pris la décision de s'enfermer. L'endroit était un ancien monastère du XIIe siècle. Des murs de pierre, des jardins avec des cyprès, de longs couloirs silencieux. Le docteur Théophile Perron diagnostiqua des crises épileptiques, bien que les médecins modernes débattent pour savoir s'il s'agissait d'un trouble bipolaire, d'une porphyrie, ou de quelque chose que nous ne savons pas encore bien nommer. Théo, le frère de Vincent, paya pour qu'il dispose de 2 pièces, une pour dormir, une autre pour peindre. C'était un luxe extraordinaire pour un malade mental au XIXe siècle. Le régime était austère, des bains d'eau 2 fois par semaine, du pain, de la soupe, et la liberté surveillée de sortir dans le jardin ou dans les champs voisins lorsqu'il n'avait pas de crise. Pendant les crises, on lui interdisait de peindre. Ce qui signifie que Vincent vivait dans la terreur de perdre le seul contrôle qui lui restait, le pinceau. Et dans cette peur, dans cet espace si petit, si surveillé, si silencieux, il produisit 150 tableaux en un an. L'une des périodes les plus prolifiques de tout artiste dans l'histoire. Depuis la fenêtre de sa chambre, Vincent voyait un champ de blé enclos, orienté vers l'est. Il le peignit au moins 21 fois. Sous le soleil, sous la pluie, avec des moissonneurs, avec des corbeaux. C'était son obsession, son laboratoire, son seul horizon réel. La Nuit étoilée est le seul tableau nocturne de toute cette série. Et voici le premier secret du tableau, que beaucoup de gens ne connaissent pas, il ne l'a pas peint la nuit. Les registres de la maison de santé sont clairs. Les patients n'étaient pas autorisés à rester seuls dans leur chambre après une certaine heure. Vincent ne pouvait pas peindre dans sa chambre la nuit. Ce que tu vois sur cette toile, il l'a créé de jour, dans l'atelier du rez-de-chaussée, à partir de croquis au fusain et à l'encre qu'il réalisait collés aux barreaux de sa cellule avant l'aube. Et il y a davantage. Le village qui apparaît dans le tableau, ce groupe de petites maisons avec un clocher en arrière-plan, n'existait pas non plus dans le paysage réel de Saint-Rémy. Il était imaginaire. C'était une construction de la mémoire, les clochers hollandais de son enfance, de Groot-Zinder, du nord où il avait grandi. Les maisons provençales ont des formes différentes, des proportions différentes, des tours différentes. Celles du tableau sont hollandaises. Vincent peignait ce dont il se souvenait. Ce dont il avait la nostalgie. Ce qu'il avait perdu. Et il le mêlait à ce qu'il voyait. Ce mélange, cette tension entre la réalité et le désir, est ce qui fait respirer le tableau d'une manière qu'aucun paysage purement documentaire ne peut respirer. Il y a quelque chose dans les tourbillons de la nuit étoilée qui inquiète les physiciens depuis des décennies. En 1941, un mathématicien soviétique du nom d'Andrei Kolmogorov décrivit quelque chose que l'on appelle la cascade d'énergie turbulente. C'est la façon dont un fluide en mouvement, le vent, l'eau, l'atmosphère organise ces tourbillons. Les grands se divisent en moyens, les moyens en petits, selon une proportion mathématique précise. C'est la loi qui explique pourquoi les nuages ont cette forme, pourquoi la fumée monte en spirale, pourquoi l'eau qui tombe dans une rivière s'organise en vortex. Van Gogh mourut 13 ans avant la naissance de Kolmogorov. Et pourtant, en 2024, une équipe de chercheurs de l'université de Xiamen en Chine publia dans Physics of Fluid l'analyse numérique la plus détaillée jamais réalisée du tableau. 30 000 pixels de largeur. 30 microns de résolution par pixel. Ils mesurèrent les 14 tourbillons principaux du ciel,
de 4 cm de diamètre à 27. Et ils découvrirent qu'ils suivent la loi de Kolmogorov avec une précision qu'aucun peintre ne pourrait reproduire délibérément. 14 tourbillons. La proportion correcte. Les distances correctes. L'intensité correcte. Un homme souffrant de crises épileptiques, enfermé dans une maison de santé, peignant de jour une scène nocturne qui n'existait pas, avait intuitivement capté quelque chose que les scientifiques mirent des décennies à formuler mathématiquement. Certains disent que c'est impossible. Que c'est une coïncidence statistique. Et il est vrai qu'en 2025, un autre géophysicien, Daniel Bourgault, appliqua la même méthode à un tableau d'intérieur de Degas sans vent, sans fluide, sans mouvement et trouva des résultats similaires. Le débat est ouvert. Mais moi, en tant que peintre, je te dis quelque chose, quand on est très immergé dans la technique, quand on passe des jours à regarder comment la lumière se déplace, il y a des moments où la main va toute seule. Je ne sais pas si c'est de la science. Mais je sais que ça existe. Il y a quelque chose que le tableau ne peut plus te montrer. Quelque chose que tu as perdu sans savoir que tu le possédais. Les jaunes que tu vois aujourd'hui dans les étoiles, dans la lune, dans les halos de lumière, sont une version dégradée de ceux que Van Gogh mélangea en 1889. Il utilisa du jaune de chrome, un pigment brillant, presque électrique. Mais le jaune de chrome contient du plomb et du chrome hexaval, et lorsqu'il est exposé aux rayonnements ultraviolets et à l'humidité, il s'oxyde. Le chrome 6 devient chrome 3. Et le jaune s'assombrit vers un brun chocolat opaque de façon irréversible. Les analyses par spectroscopie au rayon X du MoMA le confirment, il existe des zones du tableau où les jaunes originaux étaient 2 à 3 fois plus saturés que ce que nous voyons aujourd'hui. Les étoiles brûlaient avec plus d'intensité. La lune était presque un cri. Ce que tu vois aujourd'hui est un Van Gogh assourdi. Et le curieux, c'est qu'il le savait. Il savait que les jaunes de chrome étaient instables. Il en parlait dans ses lettres. Mais il les choisissait quand même parce que c'étaient les seuls qui lui donnaient cette intensité immédiate, cet effet de chaleur propre, de lumière qui vient de l'intérieur. Il choisit la beauté même en sachant qu'elle allait mourir. Je ne sais pas si c'est une métaphore ou simplement la vérité. Parcourons le tableau élément par élément. Car chacun cache quelque chose qui change la façon de le voir. Le cyprès. Il se trouve à gauche, au premier plan, sombre, presque noir, et s'élève jusqu'au bord supérieur de la toile comme s'il voulait en sortir. Van Gogh le décrivait comme une flamme sombre. Dans la tradition méditerranéenne et européenne, le cyprès est l'arbre des cimetières, l'arbre du deuil, du passage entre les mondes. Il le savait. Il l'avait choisi consciemment. Techniquement, il remplit une fonction précise, sa masse sombre fait ressortir encore davantage les jaunes et les blancs des étoiles par contraste. C'est l'obscurité dont tu as besoin pour que la lumière existe. Et dans une lettre à Théo, Vincent compara la mort au fait de prendre un train pour aller jusqu'à une étoile. Le cyprès, c'est ce qu'est la lune. Elle est en phase croissante, d'un jaune intense presque orangé. Mais il y a un problème, les relevés astronomiques de juin 1889 montrent que la lune était en phase gibbeuse décroissante, aux 3/4 pleine. Van Gogh la modifia. Il choisit la lune dont il avait besoin, pas la lune qui était là. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Les étoiles. Elles sont 11. Avec des halos concentriques et pulsants, plus grands que nature. Et il y a quelque chose en elles qui pousse ton cerveau même lorsque tu regardes une image statique à les percevoir comme si elles se mouvaient. Ce n'est pas de la magie. C'est de la neuroscience. Van Gogh réalisa quelque chose que l'on appelle l'équivalence de luminance, les étoiles ont exactement le même niveau de brillance que le ciel qui les entoure, mais avec des couleurs opposées. Ton cerveau traite la couleur et la brillance par des voies séparées. Lorsque la brillance est la même mais la couleur différente, le système visuel ne peut pas fixer la position de l'objet. Résultat, le cerveau l'interprète comme un mouvement. 130 ans avant que quiconque le décrive scientifiquement, Van Gogh l'avait peint. L'étoile la plus brillante. Celle qui se trouve à la droite du cyprès, plus grande que toutes les autres, blanche et radieuse. Les astronomes l'identifièrent il y a des décennies, c'est Vénus. Confirmé par l'astronome Charles Whitney de Harvard. Vénus était à son maximum de brillance avant l'aube en Provence en juin 1889. Et Van Gogh le savait, dans une lettre à Théo du même mois, il écrivit que depuis sa fenêtre il avait vu la campagne bien avant l'aube, avec rien d'autre que l'étoile du matin, qui paraissait très grande. Le village. Les maisons ont leurs fenêtres éclairées. Il y a de la vie à l'intérieur, des gens qui dorment,
des gens qui veillent. L'église, en revanche, est dans l'obscurité. Elle n'a pas de lumière. Il n'y a personne. Ce n'est pas un hasard. Van Gogh avait rejeté la religion institutionnelle des années auparavant, mais il continuait à chercher quelque chose de proche du spirituel. Dans une lettre à Théo, il écrivit « J'éprouve un besoin terrible de d'oserais-je dire le mot de religion. Alors je sors la nuit pour peindre les étoiles. Les maisons ont de la lumière. L'église, non. Le cosmos a de la lumière. Et l'église de ce village inventé qui n'existe sur aucune carte est dans l'obscurité. » En septembre 1889, Van Gogh prépara un lot d'œuvres à envoyer à Paris. Il les choisit avec soin et il voulait montrer le meilleur de ce qu'il avait fait à Saint-Rémy. La nuit étoilée ne faisait pas partie de ce lot. Il la laissa de côté pour économiser sur les frais de port. Il écrivit à Théo que le tableau ne lui disait rien. Que tout ce qui était bon, c'était les champs de blé, la montagne, le verger. Et en novembre de cette année-là, dans une autre lettre, cette fois au peintre Émile Bernard, il fut encore plus dur avec lui-même, encore une fois je me suis laissé aller à vouloir atteindre des étoiles trop grandes. Encore un échec. J'en ai assez. Qu'est-ce qui le dérangeait exactement? De s'être éloigné de l'observation directe. D'avoir peint de l'imagination, de la mémoire, de l'intérieur. Gauguin l'avait convaincu que le vrai art résidait dans le fait de peindre de tête sans le modèle devant soi. Et Vincent avait essayé, puis refusé, puis recommencé sans le vouloir, et cela lui causait une angoisse authentique. De plus, Théo confirma ses craintes. Il lui écrivit que la recherche d'un style était préjudiciable au sentiment réel des choses. Qu'on voyait bien que ce n'était pas d'après nature. Vincent crut au diagnostic. Ce qu'aucun des deux ne pouvait savoir, c'est que cette tension entre l'observation et l'imagination, entre la réalité et le désir, entre le champ de blé qu'il voyait et le village dont il se souvenait, était exactement ce qui rendait le tableau immortel. Le chef-d'œuvre le plus célèbre de l'histoire moderne fut peint par quelqu'un qui pensait que c'était un échec. Il le rangea dans un tiroir. Et il survécut. Van Gogh mourut en juillet 1890. Une balle dans la poitrine dans un champ de blé près d'Auvers-sur-Oise. Il avait 37 ans. De son vivant, il avait vendu un tableau, ou peut-être quelques-uns de plus, mais le nombre est dérisoire face aux milliers qu'il produisit. Théo mourut 6 mois plus tard. Janvier 1891. Et tout l'héritage, sans valeur commerciale à ce moment-là, passa à sa veuve, Johanna Van Gogh Bonger. Jo avait 28 ans, un jeune enfant, et plusieurs centaines de tableaux d'un beau-frère que le marché ignorait. Ce qu'elle fit ensuite changea l'histoire de l'art. Premièrement, elle publia les lettres. En 1914, elle édita la correspondance complète entre les deux frères. Cela changea tout. Parce que les lettres faisaient quelque chose qu'aucun critique ne pouvait faire, elles transformaient Van Gogh en une personne. Quelqu'un qui doutait, qui souffrait, qui observait le ciel avant l'aube, qui choisissait des couleurs en sachant qu'elles se dégraderaient. Deuxièmement, elle créa la rareté. Elle gardait les meilleures œuvres sous l'étiquettant prêt tandis qu'elle vendait des pièces mineures pour faire monter peu à peu la valeur perçue de toute la collection. Troisièmement, elle alla dans les musées. Elle organisa une rétrospective au Stedelijk Museum d'Amsterdam en 1905, 484 œuvres. La validation institutionnelle avant le marché privé. En 1891, un tableau de Van Gogh valait en moyenne 10 francs. Aujourd'hui, la nuit étoilée vaut plus de 100 millions de dollars. Et Jo est la raison pour laquelle tu sais qui était Vincent. La nuit étoilée mit 50 ans à trouver sa demeure définitive. Elle passa entre les mains de 7 propriétaires différents entre 1890 et 1941. Johanna la vendit en 1900 à un poète parisien, et elle-même la racheta 5 ans plus tard parce qu'elle n'aimait pas où elle avait abouti. Elle passa ensuite entre les mains d'une collectionneuse de Rotterdam, puis d'un marchand parisien, Paul Rosenberg, qui dut fuir la France en 1940 lorsque les nazis occupèrent Paris. Et en 1941, le MoMA de New York l'acquit. Mais pas avec de l'argent. Le musée ne disposait pas de capitaux suffisants, et le directeur négocia un échange, 2 Cézanne et un Toulouse-Lautrec contre la nuit étoilée. Elle devint le premier tableau de Van Gogh dans la collection permanente d'un musée new-yorkais. Depuis 1941, le MoMA la prête rarement. Elle voyage peu. Elle ne se déplace presque pas. Elle se trouve dans la salle 505, au 2e étage, et chaque année des millions de personnes font la queue pour se tenir devant elle quelques minutes.
Il y a quelque chose d'ironique et de beau dans cela, le tableau que Van Gogh avait laissé hors d'un envoi pour économiser sur les frais de port est aujourd'hui l'un des objets les plus gardés et les moins itinérants du monde.